Il y a exactement 5 ans, le Burkina Faso connaissait une insurrection populaire qui a balayé le pouvoir de Blaise Compaoré, vieux de 27 ans. 5 ans après où naît le Burkina Faso, les forces insurrectionnelles sont déçues. Les parents des victimes le sont encore plus. Rien ne bouge du point de vue de la justice et de la gouvernance. Ils se sont exprimés ce matin à l'occasion de fleurs au monument des héros nationaux en présence du chef de l'État. À suivre également dans ce 13h, gros plan sur ce qu'il conviendrait d'appeler la caverne d'Ali Baba dans les établissements scolaires. Il s'agit des cotisations APE, association des parents d'élèves, des millions de francs CFA qui sont récoltés chaque année en foulant au pied des textes en la matière. Où va l'argent cotisé? La réponse dans quelques instants. Voici pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'opter pour la télévision BF1. Comme à chaque 31 octobre 2000, depuis l'arrivée du MPP au pouvoir, la tradition a une fois de plus été respectée ce matin au monument des héros nationaux. Le chef de l'État, les membres du gouvernement, les chefs d'institutions accompagnés des parents des victimes de l'insurrection populaire ont procédé à un dépôt de gerbes de fleurs. L'instant est solennel. Avec moins de discours, mais les parents des victimes ne pouvaient taire leurs sentiments, les sentiments qui les animent. 5 ans après les événements, déception, ils ont l'impression d'avoir perdu leurs proches pour rien. Je vous propose d'entendre un de leurs porte-parole, Pika Victor Poulabou. On ne sait même pas là où le pays part actuellement. C'est ça surtout qui est notre gros problème. Si Roch a des problèmes, désormais nous pouvons l'aider aussi à gérer parce que le peuple est sorti les mains nues et il a pu se libérer. Alors maintenant, il ne peut pas mettre son président et puis son président ne peut pas travailler, on ne le laisse pas tomber. Ils sont tombés pour rien parce que jusque-là, il n'y a rien qui est fait. Pourquoi? Nous voulons la vérité, nous voulons la justice. Nous voulons nous libérer à jamais. Ce que nous attendons de ces pouvoirs-là, ce n'est pas un pouvoir de la dictature, non. Nous avons l'ASE qui a fait un travail remarquable. Les dossiers sont là-bas posés. Au niveau de la justice, ça ne bouge pas. Nous avons des corrompus qui sont en dehors de nos frontières, qui continuent à téléguider leurs mentors au niveau du pays. Nous voulons que tout cela cesse. Roch Marc Christian Kaboré Simanta, nous ne voulons plus revenir ici l'année prochaine sans que tous les dossiers ne soient liquidés, y compris le dossier de Thomas Sankara et Norbert Zongo. Pour nous, nous interpellons notre justice et non qu'à bouger sur leurs fesses. Ils n'ont qu'à bouger pour faire marcher les choses. Parce que la jeunesse a lutté là. Ils ont lutté pour se libérer. On n'a pas lutté pour rester assis encore et puis on va continuer à nous tuer. Le peuple burkinabé a faim. Le peuple burkinabé est malade. Le peuple burkinabé est malade de sa justice. Et nous voulons que cela cesse. L'insurrection populaire, 5 ans après où a né le Burkina Faso, 3 panélistes face à un public mobilisé hier soir à l'Institut Free Afrique du docteur Rassablaga Seydou Ouedraogo. Avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, les panélistes se sont attardés à répondre à une question qui ne leur a pas été posée. À qui la paternité de ces événements des 30 et 31 octobre 2014? À qui la paternité de l'insurrection populaire? Ce n'est pas la question qui a été posée aux panélistes ce 30 octobre à l'Institut Free Afrique, mais l'essentiel des interventions tentait d'y répondre. Abdoulaye Diallo du Balai citoyen et le biographe Bruno Jaffré soutiennent que la cheville ouvrière des événements d'octobre 2014 demeure la société civile. Ils blâment la classe politique. Et les partis politiques, finalement, se sont mis en position d'attente, alors que c'est leur rôle, en tant que parti politique, de trouver des solutions à une telle situation. Oh, je vous dis, les choses auraient pu complètement déraper. Si, justement, ces organisations de la société civile et ce que j'appelle ces intellectuels n'avaient pas, des patriotes, n'avaient pas senti le danger de dire il faut qu'on se mette là pour combler le vide. Et pour que maintenant, les politiciens, et là je suis totalement d'accord avec vous, professeur, ils ont vu maintenant que les gens ont bien ficelé la chose, mais moi je ne suis pas sûr qu'ils y ont pensé avant. Ils ont compris, ils ont saisi l'opportunité du moment, ok, des gens ont fait le bara. Le professeur Mahamadé Savadogo lui refute cette vision qui qualifie d'attentiste le rôle des politiques. Pour l'enseignant-chercheur de l'université Joseph Kizerbo, les politiques savaient exactement ce qu'ils faisaient.
Ils ont laissé intervenir les organisations de la société civile qui ont joué leur rôle et au bout du compte, ils ont récupéré la situation. C'est exactement ce qu'eux, ils voulaient qui s'est passé. Abdoulaye Diallo revient à la charge. Il refute les arguments du professeur Savadogo. Le responsable du centre de presse Norbert Zongo contre-attaque. Je pense que certains aussi sont restés dans leur peur de Blaise. Je pense que même Zéphirin, on l'a presque forcé à demander la démission de Blaise. Regardez le film que je produis sur l'insurrection, le soulagement qu'il a eu quand il a eu le courage enfin de prononcer, il se demande la démission de Blaise. Il était soulagé comme ça. Mais même Zéphirin Diabré, pourquoi justement il hésitait? Pourquoi il tournait? Parce que ce n'était pas la transition qui l'intéressait. Lui, il s'est préparé pour autre chose. Donc, qu'il n'ait pas un plan pour la transition, ce n'est pas un problème pour son action à lui. Finalement, Bruno Jaffré rejoint le point de vue du professeur Mahamadé Savadogo. Il reconnaît le rôle prépondérant des partis politiques, plus précisément celui du MPP. Et c'était des gens du MPP. Le MPP, lui, savait. Il avait préparé... finalement, c'est là où monsieur a raison, il avait préparé ce moment, il avait construit des associations de la société civile dont les gens ne savaient pas que, enfin, ceux qui étaient très connaisseurs de ça les connaissaient, mais ils ont infiltré les réunions de la société civile. Le mouvement du peuple pour le progrès a préparé ces moments des 30 et 31 octobre 2014. Le MPP est finalement arrivé au pouvoir après la présidentielle. 5 ans après, Bruno Jaffré parle d'insurrection populaire inachevée. C'est le titre de l'œuvre du biographe et spécialiste de l'histoire politique du Burkina Faso. Burkina Faso, l'insurrection inachevée, un titre provocateur. Non, répond l'essayiste et biographe Bruno Jaffré. Pour lui et les deux autres panélistes, l'erreur après l'insurrection populaire, c'est d'avoir porté au pouvoir le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Pourquoi? Suivez. Fondamentalement ce que je pense et ce que pensent beaucoup de Burkinabés. L'insurrection elle-même est réussie, la transition est réussie, mais le lendemain, c'est-à-dire que cette insurrection, cette transition est remis au pouvoir finalement des anciens amis de Blaise Compaoré, est en quelque sorte la preuve qu'elle n'a pas été achevée. Et ça fait une semaine que je tourne au Burkina Faso. Le mécontentement était extrêmement présent. Il y a des gens qui regrettent Blaise Compaoré. Alors, maintenant, revenons au bilan du MPP. Le MPP a été très intelligent dans la manœuvre. De 5 ans après l'insurrection. Voilà, justement. Il a été très intelligent pour arriver au pouvoir, mais on a beau être intelligent, ben on reste limité par ce qu'on est soi-même. Et le MPP a été fabriqué sous Blaise Compaoré. Les dirigeants du MPP ont été dans le moule de Blaise Compaoré. Ils ont grandi à l'ombre de Blaise Compaoré. Ils ont travaillé à l'installer. C'est ça leur péché congénital. Et ils n'en sont pas sortis parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est quoi que les partis politiques nous ont proposé? Le MPP nous a proposé quoi? 6 mois, sans programme, 6 mois, le seul programme. Les citoyens ici, la transition est ça. On dirige un pays comme ça. Un pays avec autant d'aspirations. Le drame de notre pays, on a un peuple avec beaucoup d'aspirations, mature, qui comprend beaucoup de choses, avec des politiciens très faibles. Très faibles, il faut le dire. Ils n'ont pas le patriotisme, je suis désolé. Dans leur ensemble, ils font des calculs. Mais je suis d'accord avec vous, professeur, sur ça. Ils font des calculs, mais ils ne font pas des calculs dans le sens de ce que j'appelle rendre les autres meilleurs. On en vient maintenant au sujet de la semaine thématique que la rédaction vous propose depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux frais APE instaurés dans les établissements scolaires. Officiellement, le montant est plafonné à 5 000 francs CFA et l'idée vise à l'amélioration du cadre d'études des élèves et des enseignants. Mais le constat est tout autre: gestion opaque des ressources collectées, non-renouvellement des bureaux APE. La liste des griefs est longue, nous dit Luc Pacbelgen. Avec 31 classes et plus de 1950 élèves, le lycée provincial de Nouna est un des plus grands établissements de la région de la boucle du Mouhoun. En cette rentrée 2019-2020, proviseurs et bureaux APE, l'association des parents d'élèves du lycée, sont à couteau tiré.
La cause, 2 nouvelles classes ouvertes, mais sans table-banc. En attendant que l'État équipe ces 2 salles de classe, le proviseur estime que le bureau APE pourrait s'en charger. Toute chose que n'entend pas de cette oreille le dit bureau. D'abord, nous avons été notifiés par le proviseur. En tout cas, il nous a exprimé le besoin de table-banc pour pouvoir équiper un certain nombre de classes. Et suite à ça, nous avons eu une rencontre du bureau avec le proviseur et son équipe pour discuter. Mais vous savez comment fonctionne l'APE. L'APE fonctionne avec les cotisations. Donc l'APE ne peut pas anticiper s'il n'a pas de cotisation. Côté proviseur, on part au plus urgent. Les cours ne nécessitant pas une présence en classe comme ceux de l'EPS, l'éducation physique et sportive, sont dispensés d'abord. Nous avons des rapports de bonne collaboration parce qu'ils nous accompagnent dans tout ce que nous faisons, dans la mesure de leurs possibilités. Voilà, donc nous les aidons à recouvrir les frais APE et quand il y a des problèmes qui se posent, donc nous nous asseyons et ils font ce qu'ils peuvent faire. Si l'APE est vue comme une solution pour équiper des classes, c'est qu'elle a des ressources. Ces ressources proviennent essentiellement des cotisations fixées à 5 000 francs CFA par élève pour cette année scolaire au lycée provincial de Nouna. L'APE vient en soutien aux établissements. Et ce que l'APE apporte, je dirais pas que, en tout cas, c'est 100%, mais je pense qu'on voit les traces. En termes de bancs, l'APE intervient. En termes même d'organisation au niveau des établissements, en termes de propriété, vous allez voir par-ci, par-là, l'APE intervient. Les APE sont considérés comme une caverne d'Ali Baba au Burkina. Les mêmes bureaux peuvent durer plusieurs années, parfois sans bilan ou avec des membres n'ayant aucun parent dans l'établissement. Oui, je pense qu'en fait, là, c'est vraiment une compréhension, je crois, de travers. Vous savez très bien quelles sont les difficultés que nous avons au niveau de nos établissements. Nous sommes actuellement au Burkina Faso dans une campagne d'éducation, en tout cas du maximum. Et je pense que le système lui-même, s'il n'est pas accompagné, il ne pourra pas tenir par rapport au nombre d'enfants qui doivent être éduqués conformément, en tout cas, à la vision que le pays se donne. Les associations des parents d'élèves peuvent être considérées comme la caverne d'Ali Baba. Que ce soit du primaire au secondaire, c'est les mêmes scénarios. Vous voyez, il y a des bureaux, il y a des APE. Lorsqu'ils viennent pour le bilan, c'est le directeur d'école qui fait le bilan. Vous comprenez ? Il y a des assemblées générales où, par exemple, le directeur vient et c'est lui qui menace les parents d'élèves pour qu'ils payent parce qu'il veut supporter la vacation. Vous imaginez, c'est assez gravissime. Je connais des bureaux d'APE vieux de plus de 5 ans, de 10 ans, après leur premier mandat ou bien leur deuxième mandat, et qui n'ont aucun enfant, aucun élève dans un établissement. Badio fait partie des activistes à avoir levé le voile sur les cotisations anarchiques et exorbitantes imposées par les bureaux APE au Burkina. Ces cotisations, pourtant régies par une loi, sont obligatoires, surtout dans les régions. On continue toujours les publications, notamment en août, de juillet 2018 à septembre 2018. Les faits étaient là, il y avait des faits de détournement, mauvaise gestion de l'APE, il y avait les frais APE qui étaient exorbitants, qui ne profitaient pas directement aux parents d'élèves. Mais au lycée départemental de Koloko, jusqu'à ce que je quitte, et ça est toujours en vigueur, aucun élève n'est inquiété parce qu'il n'a pas payé de cotisation APE. Mieux, la cotisation APE qui était à 15 000 francs en 2017 et 2018, parce que tout simplement l'indignation était vraiment nette et que les réseaux sociaux ont apporté leur contribution, elle a été vue à la baisse juste avant la rentrée, sans consulter l'Assemblée générale. Vous voyez. Donc, autour de septembre, ils se sont vus rapidement et ils ont amené ça à 12 500, qui était toujours supérieur à la norme. À la faveur de chaque rentrée scolaire, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du scolaire rappelle aux différents bureaux APE de se tenir au respect strict des textes pour arrêter les cotisations
Malheureusement, l'anarchie est toujours de mise dans le domaine et des établissements vont même au-delà des 5 000 francs CFA pourtant fixés comme plafond en la matière. Toujours dans le domaine de l'éducation, l'anarchie ne passera plus en ce qui concerne les absentéismes du corps enseignant. Le système managérial sera désormais marqué par la rigueur. Le ministre Ouattara veut connaître le nombre exact des agents. Des sanctions sont déjà prévues pour ceux qui s'abstiennent dans l'illégalité. L'épée Damoclès pend sur la tête de près de 200 personnes. Rémi Lambert-Nébi. L'année scolaire 2019-2020 au ministère de l'Éducation nationale doit rimer avec qualité du management et rigueur. Et pour cela, le professeur Stanislas Ouattara ne compte pas tolérer l'absentéisme constaté au sein du corps enseignant. Nous avons identifié environ 200 agents du ministère en charge de l'éducation qui sont en situation irrégulière, d'absence irrégulière. Et nous avons donc fourni les différents éléments. Nous avons expliqué à nos collaborateurs comment il faut procéder dans ces cas de figure-là pour les questions de mise en demeure jusqu'au licenciement, le cas échéant. Et donc, ces éléments ont été donnés pour qu'ils puissent procéder donc justement au communiqué de mise en demeure partout où cela est vérifié, de façon à nous permettre d'assainir davantage notre ministère en matière de gestion du personnel. À ses collaborateurs, le ministre en charge de l'Éducation nationale réclame également des efforts pour parvenir à une maîtrise des données. Oui, par exemple, entre le recensement de la fonction publique et le recensement nominatif individuel que nous avons fait, il y a eu un gap d'un peu plus de 1000 agents qu'on ne retrouvait pas. Alors que dans les deux cas de figure, ce sont les services déconcentrés du ministère de l'Éducation qui ont fourni les données aussi bien au ministère en charge de la fonction publique qu'au de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation. Donc, on a un gap d'un peu plus de 1000 agents. Et donc, ça fait qu'il y a quand même des problèmes. Et entre cela et donc l'opération d'affectation ministérielle civile, il y a un gap d'une centaine d'agents environ. Donc, il y a toujours une non-maîtrise totale des données. Et ça, ce n'est pas normal. Mais au fur et à mesure, on va affiner avec les outils qu'on met à leur disposition pour avoir des données fiables, de façon à pouvoir planifier le recrutement, la gestion de nos ressources humaines sur le terrain. Maîtriser les données, mais aussi les remonter diligemment, c'est la nouvelle dynamique dans laquelle les structures du ministère devront s'inscrire. De la remontée des pièces justificatives dans le cadre des dépenses qui sont effectuées, parce que malheureusement, par endroit, nous recevons les pièces justificatives très tard et cela bloque le fonctionnement des autres structures, parce que pour un certain nombre d'activités, il faut qu'on ait l'ensemble des pièces justificatives de toutes les structures déconcentrées, justifier ce qui a été fait afin de bénéficier d'un déblocage suivant. J'ai pris l'exemple, par exemple, des examens de fin d'année. Je ne peux pas comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, certaines structures n'aient pas été capables de nous fournir jusque-là des données. Et même les données relatives au rapport de fin d'année scolaire passée. On a des structures qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas fait parvenir les rapports de fin d'année scolaire 2018-2019, alors que nous sommes en pleine année scolaire 2019-2020, et cela n'est pas normal. Ces orientations ont été déclinées 2 jours durant aux chefs des directions déconcentrées et aux gestionnaires des projets et programmes du ministère pour une large diffusion. À travers ce deuxième conseil de cabinet élargi, le ministre en charge de l'Éducation nationale entend impliquer davantage ses collaborateurs dans le management du ministère et instaurer la communication comme l'un des principes fondamentaux de sa gestion. Le ministre de l'Éducation s'est sanctionné s'il le faut, mais il s'est aussi récompensé après un travail jugé excellent. 165 enseignants ont été décorés, une manière pour les autorités du pays de reconnaître les mérites de l'ensemble de la communauté éducative au Burkina Faso. Majida Bakouan et Roméo Koïta. Jour de récompense pour les acteurs de l'éducation nationale. Ce sont au total 165 enseignants qui reçoivent ici des distinctions. Les uns sont faits officiers et les autres chevaliers dans l'ordre des palmes académiques. Des distinctions pour rendre hommage aux hommes et femmes qui se battent au service de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, nous profitons de cette occasion pour reconnaître les mérites d'un certain nombre d'enseignants et à travers eux l'ensemble de la communauté éducative de notre pays pour l'immense effort qui est fait en matière d'éducation et donc en matière d'investissement dans le capital humain, en matière d'investissement dans le développement de notre pays. Une distinction que les récipiendaires accueillent avec joie
Ils invitent la jeune génération au travail. Vraiment, c'est pour vous dire que quand on travaille bien, l'ouvrier mérite son salaire. Et quand on travaille bien, comment je vais dire ça, vraiment, il y a l'émotion. Vos efforts sont reconnus. Du courage aux petits frères. Les métiers d'enseignant n'est pas toujours facile, surtout dans le contexte actuel. Mais l'enseignant a toujours été un fonctionnaire particulier parce qu'il travaille avec des enfants. Il lui faut beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement. Donc je souhaite beaucoup de courage à mes petits frères, à mes petites sœurs qui s'engagent dans ces métiers. Cette cérémonie de décoration a été l'occasion pour Stanislas Ouaro de saluer la résilience des enseignants qui, en dépit des attaques terroristes dont ils sont victimes, continuent de dispenser le savoir. Il rappelle que le gouvernement en a conscience et a pris des actions pour améliorer leurs conditions de travail. Non, nous communiquons permanemment avec nos différents enseignants, nous faisons le point et pour assurer les uns et les autres, le gouvernement ne ménagera aucun effort. Donc pour assurer la sécurité des uns et des autres, des efforts sont déployés et partout où la sécurité, le contexte sécuritaire ne permet pas d'ouvrir des classes ou de développer le système éducatif, nous n'encourageons pas nos enseignants à y aller. Mais partout où cela est possible, de concert avec les forces de défense et de sécurité, avec les autorités locales. Donc nous rouvrons les écoles, nous maintenons notre système éducatif. Et aujourd'hui, malgré les difficultés que nous connaissons, malgré tout ce que nous entendons, nous avons au moins 97% de notre système éducatif qui fonctionne. Cette cérémonie de distinction a eu lieu dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant, célébrée chaque 5 octobre. Dans cette dynamique de promotion de l'excellence dans le secteur de l'éducation, l'on ne saurait occulter la contribution de l'association Agir. Elle a pris en charge à 300 élèves de 2016 à 2019. Leur scolarité, leur cantine, les fournitures, les frais connexes, c'est Agir qui a tout pris en charge. Archimède Boy. Accompagnés de leurs parents, ces élèves reçoivent des prix pour leurs meilleurs résultats scolaires. Je prends la parole pour dire merci à Agir pour le soutien qu'il nous apporte depuis 3 ans maintenant. Agir nous soutient dans le paiement de notre scolarité, nous équipe en fourniture scolaire, paye notre uniforme et prendre même en charge le paiement de nos sorties éducatives et les frais de cantine scolaire. Elle sensibilise nos parents sur le suivi scolaire et nous donne des conseils pour que nous ayons de bons résultats en fin d'année. Cette cérémonie rentre dans le cadre du projet d'appui à la scolarisation PASCO. Cela fait maintenant 3 ans que cette initiative de l'association Agir se perpétue. PASCO, c'est 3 années d'intervention à Bissiguin, Dikopé et Polesgo. C'est également 300 élèves qui sont inscrits et pris en charge depuis 2016 dans plus de 40 établissements scolaires, publics et privés, qui viennent justement de ces 3 quartiers. Et la prise en charge comprend le paiement des frais de scolarité, la dotation en kit scolaire, le paiement de la cantine et le paiement des excursions et soirées éducatives. Ils sont au total 19 lauréats, dont 19 filles. Ces jeunes sont issus des familles démunies, sélectionnés et accompagnés pendant 6 mois par des équipes de travailleurs sociaux de l'association Agir. Avant de nous quitter, les nouvelles du 32e Tour du Faso avec la victoire du Suisse Doring Jonas à l'étape 7, parcouru ce matin entre Dédougou et Bobo Dioulasso. À noter qu'à cette étape, le premier Burkinabé est arrivé en 4e place et c'était Paul Domon. Le maillot jaune, lui, change de main. Il est désormais détenu par l'Angolais Manuel Dario. L'Angola, la Suisse qui a terminé dans Bobo Dioulasso. La Suisse qui a... C'est avec ces images du Tour du Faso que ce journal s'achève. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance depuis Pobo Mengao dans le Soum. À demain pour d'autres actualités.